La Ferrari rouge était immobilisée sur le bord de l'autoroute A7, de la fumée s'échappant de son capot ouvert comme un aveu de défaite. Élise Beaumont, 32 ans, héritière de l'empire pharmaceutique Beaumont, et l'une des femmes les plus riches de France, était assise par terre sur le gravier, sa chemise blanche tachée de sueur, ses escarpins loup-boutin à côté d'elle. Son téléphone n'avait plus de batterie, aucune voiture ne s'arrêtait, et le soleil de Provence se couchait lentement à l'horizon. Elle avait tout dans la vie sauf ce dont elle avait besoin en cet instant. Quelqu'un pour l'aider. C'est alors qu'une petite voix lui fit lever les yeux. Un garçon d'environ 4 ans, en t-shirt rayé et short en jean, la regardait avec des yeux curieux. Il pointait du doigt vers la voiture fumante et prononça des mots qui allaient bouleverser la vie d'Élise. Il dit que son papa pouvait réparer ça. Derrière lui, marchant sur le bord de la route, un homme en bleu de travail s'approchait. Il avait les mains couvertes de cambouis, les cheveux ébouriffés par le vent, et un sourire qui ne ressemblait à rien de ce qu'Élise avait connu dans son monde de galas et de conseils d'administration. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Élise Beaumont était née dans un berceau doré, littéralement. Sa grand-mère lui avait raconté que son berceau était fait d'or massif, un cadeau du prince d'une nation du Golfe qui faisait affaire avec son père. Elle avait grandi dans un château près de Lyon, entourée de domestiques et de précepteurs, éduquée dans les meilleures écoles de Suisse et diplômée de HEC Paris avec les honneurs. Elle parlait 4 langues, connaissait les règles de l'étiquette dans une douzaine de cultures différentes et savait exactement quel vin servir avec quel plat. À 25 ans, elle avait pris la direction du département marketing de Beaumont Pharmaceutique, prouvant à tous ceux qui pensaient qu'elle n'était qu'une héritière gâtée, qu'elle avait hérité aussi du génie des affaires de son père. À 28 ans, elle était devenue directrice générale après le décès soudain de son père, victime d'une crise cardiaque dans son bureau. Ironie tragique pour un homme qui avait fait fortune en vendant des médicaments pour le cœur. Elle l'avait trouvée elle-même, effondrée sur ses dossiers, et cette image la hantait encore dans ses cauchemars. Maintenant, à 32 ans, Élise dirigeait un empire de 3 milliards d'euros. Elle possédait des appartements à Paris, dans le 16e arrondissement à Monaco, avec vue sur le port, et à New York, dans l'Upper East Side. Elle collectionnait les voitures de sport comme d'autres collectionnaient les timbres. Cette Ferrari 488 Pista Rouge était l'une de ces 7 véhicules de luxe, et elle ne l'avait conduite que 3 fois depuis son achat, parce qu'elle n'avait jamais le temps de conduire elle-même. Mais toute cette richesse ne lui avait pas appris à changer une roue, ni à comprendre pourquoi une voiture à 350 000 € pouvait soudainement décider de cracher de la fumée au milieu de nulle part, ni à faire face à l'imprévu sans une armée d'assistants pour gérer le problème à sa place. Ce vendredi de juillet, Élise avait décidé de conduire elle-même jusqu'à sa villa de Saint-Tropez plutôt que de prendre l'hélicoptère comme d'habitude. Elle voulait du temps seule, du temps pour réfléchir à sa vie qui, malgré tout son succès, lui semblait étrangement vide. Son dernier petit ami, un acteur célèbre qui s'intéressait davantage à sa fortune qu'à elle, l'avait quitté 3 mois plus tôt pour une mannequin plus jeune. Ses amis étaient des relations d'affaires déguisées en amitié, des femmes qui disparaissaient dès qu'elles n'avaient plus rien à gagner de sa compagnie. Sa mère vivait à Miami avec son 4e mari, un ancien joueur de tennis, et l'appelait uniquement quand elle avait besoin d'argent pour financer son style de vie extravagant. Élise avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et elle n'avait jamais été aussi seule. Dans son penthouse parisien, elle dînait seule la plupart des soirs, entourée de meubles de designers et d'œuvres d'art qui valaient des fortunes, mais qui ne lui tenaient pas compagnie. La Ferrari avait commencé à faire des bruits étranges près de Montélimar. Élise avait ignoré les premiers signes, convaincue qu'une voiture aussi chère ne pouvait pas tomber en panne. Puis, la fumée était apparue. Le moteur avait toussé, et elle avait dû s'arrêter sur le bord de l'autoroute, quelque part entre Montélimar et Orange, entourée de vignobles et de collines dorées par le soleil couchant.
Son téléphone était mort, l'écran noir et froid dans sa main. Elle avait oublié son chargeur à Lyon, dans la précipitation de son départ. Les voitures passaient à toute vitesse sans s'arrêter, probablement parce qu'une femme en tailleur à côté d'une Ferrari ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait besoin d'aide, ou peut-être parce que les gens ne s'arrêtaient plus pour aider les inconnus, trop pressés, trop méfiants, trop absorbés par leur propre vie. Elle était assise là depuis 1 heure, le gravier s'enfonçant dans ses paumes, sa chemise blanche trempée de sueur, quand le petit garçon était apparu. L'homme qui s'approchait s'appelait Thomas Moreau. Il avait 35 ans, un garage automobile dans le village de Châteauneuf-du-Pape, à 15 kilomètres de là, et un fils de 4 ans prénommé Lucas, qui était tout son univers. Thomas avait grandi dans ce village, fils d'un mécanicien qui lui avait appris tout ce qu'il savait sur les moteurs avant de mourir d'un cancer quand Thomas avait 20 ans. Il avait repris le garage familial, l'avait fait prospérer modestement et avait épousé sa petite amie de lycée, Marie, avec qui il avait eu Lucas. Marie était morte dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, sur cette même autoroute, à quelques kilomètres de l'endroit où Élise était maintenant bloquée. Un camion avait perdu le contrôle. Marie n'avait eu aucune chance. Lucas avait 1 an à l'époque, trop petit pour se souvenir de sa mère, autrement que par les photos que Thomas gardait partout dans leur petite maison. Depuis, Thomas élevait Lucas seul, avec l'aide de sa propre mère qui habitait à côté. Il travaillait 6 jours par semaine au garage, emmenant souvent Lucas avec lui parce qu'il n'avait pas les moyens de payer une nounou à temps plein. Le petit garçon avait grandi entouré de voitures, de clés à molette et d'odeurs d'huile moteur. À 4 ans, il pouvait identifier une dizaine de marques de voitures et savait que son papa pouvait réparer n'importe quoi. Ce vendredi soir, Thomas rentrait d'une livraison de pièces détachées à Avignon. Lucas, attaché dans son siège auto, à l'arrière de sa vieille camionnette blanche. Ils avaient chanté des chansons pendant tout le trajet, Thomas inventant des paroles absurdes pour faire rire son fils. C'est Lucas qui avait vu la Ferrari en premier. Il avait crié avec excitation, pointant du doigt la voiture rouge sur le bord de la route, demandant à son papa de s'arrêter pour la voir de près. Thomas avait d'abord refusé, expliquant qu'il devait rentrer pour le dîner. Mais quand il avait aperçu la fumée qui s'échappait du capot et la femme assise par terre, il avait changé d'avis. Il avait garé la camionnette derrière la Ferrari, avait détaché Lucas de son siège et avait marché vers la Seine avec son fils trottinant devant lui. Lucas avait atteint Élise en premier. Il s'était planté devant elle avec cette confiance absolue que seuls les enfants possèdent et avait annoncé que son papa pouvait réparer sa voiture. Élise avait levé les yeux vers ce petit garçon en t-shirt rayé, puis vers l'homme en bleu de travail qui arrivait derrière lui, et pour la première fois de sa vie, elle avait eu l'impression d'être sauvée par quelqu'un qui ne savait pas qui elle était. Thomas examina le moteur de la Ferrari avec un mélange de curiosité professionnelle et d'amusement. Il n'avait jamais travaillé sur une voiture aussi chère, mais un moteur restait un moteur, qu'il soit dans une Renault Clio ou dans une Ferrari à 300 000 €. Le problème était relativement simple. Une durite avait lâché, provoquant une surchauffe. Thomas avait des outils dans sa camionnette et par chance, une durite de secours qui pouvait être adaptée temporairement. Ce n'était pas une réparation permanente, mais c'était suffisant pour permettre à Élise de rejoindre un garage spécialisé. Pendant qu'il travaillait, Lucas s'était assis à côté d'Élise sur le gravier, ses petites voitures miniatures à la main. Il lui avait montré chacune d'elles, expliquant avec sérieux laquelle était la plus rapide et laquelle était sa préférée. La rouge était la championne, avait-il déclaré, parce que le rouge était la couleur la plus rapide. Élise l'avait écouté avec une attention qu'elle n'avait jamais accordée aux présentations de ses directeurs financiers. Il y avait quelque chose de désarmant chez cet enfant, quelque chose de pur et d'authentique qu'elle n'avait pas rencontré depuis longtemps. Lucas ne savait pas qu'elle était riche, ne se souciait pas de son nom de famille ou de la valeur de sa voiture. Pour lui, elle était juste une dame qui avait besoin d'aide, et son papa était là pour aider. Il lui offrit même une de ses petites voitures, une bleue qu'il aimait moins que les autres, comme cadeau pour la consoler.
Thomas termina la réparation en moins d'1 heure. Le soleil se couchait derrière les collines, baignant la scène d'une lumière dorée presque irréelle. Ses mains étaient encore plus couvertes de cambouis qu'avant, mais il souriait avec la satisfaction d'un travail bien fait. Il expliqua à Élise ce qu'il avait fait, lui recommanda de faire vérifier la voiture par un spécialiste Ferrari dès que possible, et refusa catégoriquement quand elle sortit son portefeuille Hermès pour le payer. Il dit que sur la route, on s'entraidait, que son père lui avait appris ça quand il était petit, sur ces mêmes routes de Provence, qu'il n'accepterait pas d'argent pour avoir simplement fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Élise insista, offrant des sommes qui auraient représenté plusieurs mois de revenus pour Thomas. 500 €, 1000 €, elle aurait donné n'importe quoi. Mais il secoua la tête avec un sourire, ramassa Lucas dans ses bras et lui souhaita bonne route. Bonne continuation, ajouta-t-il, comme si ce moment n'était qu'un incident mineur qu'elle oublierait bientôt. Elle les regarda retourner vers leur camionnette, le petit garçon faisant des signes de la main par la fenêtre arrière, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme avait refusé son argent. Dans son monde, tout avait un prix, tout se négociait, tout s'achetait. Personne ne refusait jamais rien à Élise Beaumont. Elle démarra la Ferrari, le moteur ronronnant normalement maintenant, et reprit la route vers Saint-Tropez. Mais au lieu de penser à la villa qui l'attendait ou aux soirées mondaines de la Côte d'Azur, elle pensait à un mécanicien en bleu de travail et à son fils aux yeux brillants. Et elle gardait dans sa poche la petite voiture bleue que Lucas lui avait donnée. Élise passa une semaine à Saint-Tropez, entourée de gens riches et célèbres, invitée à des soirées sur des yachts et à des dîners dans des restaurants étoilés. Elle sourit, but du champagne, fit semblant de s'amuser. Mais quelque chose avait changé. Elle ne pouvait pas s'empêcher de comparer ces soirées superficielles aux moments simples qu'elle avait vécus sur le bord de cette autoroute. Elle regardait les hommes qui lui faisaient la cour, ses héritiers et ses célébrités avec leurs sourires calculés. Et elle pensait à Thomas qui avait refusé son argent avec un sourire sincère. Elle repensait à Lucas, à ses petites voitures et à sa façon de parler avec tant d'enthousiasme de choses aussi simples. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle n'avait jamais rencontré d'enfant comme lui, ou peut-être n'avait-elle simplement jamais pris le temps de rencontrer des enfants en dehors de son cercle privilégié. Le vendredi suivant, au lieu de prendre l'hélicoptère pour rentrer à Lyon, Élise décida de reprendre la route. La Ferrari avait été réparée correctement par un spécialiste de Nice, mais ce n'était pas pour cela qu'elle choisissait de conduire. Elle fit un détour par Châteauneuf-du-Pape. Le village était exactement comme elle l'avait imaginé. Des ruelles étroites, des maisons en pierre, des vignobles à perte de vue. Elle trouva le garage Moreau sans difficulté, une petite entreprise familiale avec une enseigne peinte à la main, qui avait probablement été là depuis des décennies. Thomas était sous une voiture quand elle entra, ses pieds dépassant du châssis. Lucas jouait dans un coin, avec un circuit de petites voitures, concentré sur une course imaginaire entre une ambulance et un camion de pompiers. Le petit garçon la reconnut immédiatement. Il courut vers elle en criant que c'était la dame de la Ferrari rouge, attirant l'attention de son père qui glissa hors de sous la voiture avec surprise. Élise ne savait pas vraiment pourquoi elle était venue. Elle avait préparé un discours sur le fait de vouloir le remercier correctement, peut-être l'inviter à dîner pour exprimer sa gratitude, mais face à Thomas et son sourire confus, face à Lucas qui lui montrait fièrement ses nouvelles petites voitures, tous ces mots préparés disparurent. Elle demanda simplement s'ils avaient faim, parce qu'elle avait vu un restaurant en arrivant au village, et qu'elle n'avait pas envie de manger seule. Thomas hésita. Il regarda son fils, puis Élise, puis de nouveau son fils. Lucas décida pour lui en déclarant qu'il voulait des frites. Ils dînèrent ensemble dans une petite auberge du village, à une table en terrasse, avec vue sur les vignobles baignés dans la lumière dorée du soir. Élise mangea le meilleur poulet rôti de sa vie. Lucas renversa son verre d'eau et rit aux éclats. Et Thomas lui parla de son village, de son garage, de sa vie simple et heureuse.
Ce fut le meilleur repas qu'Élise avait eu depuis des années. Élise revint à Châteauneuf-du-Pape le week-end suivant. Et celui d'après. Et encore celui d'après. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui l'attirait dans ce village, vers cet homme et son fils. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, pas de la façon dont elle avait connu l'amour avec les hommes de son monde. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la paix, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans son Penthouse parisien ou dans sa villa de Saint-Tropez. Avec Thomas, elle n'avait pas besoin de prétendre. Elle pouvait enlever ses talons hauts, loup-boutin, et marcher pieds nus dans l'herbe, se tacher les mains en aidant au garage, manger des sandwichs au jambon sur le capot de vieilles voitures, sans se soucier de ce que les gens penseraient. Thomas ne l'impressionnait pas avec des cadeaux coûteux ou des voyages luxueux. Il lui offrait son temps, son attention, sa conversation honnête. Il lui offrait des choses que personne n'avait jamais pensé à lui donner. Les villageois commencèrent à la reconnaître. La boulangère lui gardait des croissants chauds le samedi matin. Le propriétaire du café lui servait son café comme elle l'aimait, sans qu'elle ait besoin de le demander. Elle était devenue la dame de Paris qui venait voir Thomas, et personne ne semblait se soucier de sa fortune ou de son nom de famille. Avec Lucas, elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais connu. Elle apprenait à jouer aux petites voitures, à construire des châteaux de sable quand ils allaient à la plage de Cassis, à lire des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage. Elle découvrait qu'un enfant de 4 ans pouvait être plus intéressant que tous les PDG et milliardaires qu'elle avait rencontrés dans sa carrière. Lucas lui enseignait l'émerveillement, la capacité de trouver de la magie dans les choses ordinaires. Thomas lui parla de Marie un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis la terrasse de sa petite maison. Les cigales chantaient dans les vignes, l'air sentait le thym et la lavande, et Thomas avait les yeux perdus dans l'horizon. Il lui raconta comment ils s'étaient rencontrés au lycée, comment elle était la seule fille à avoir jamais compris sa passion pour les voitures, et comment elle était morte sur cette autoroute où Élise était tombée en panne. Il pleura pour la première fois devant quelqu'un depuis l'enterrement, et Élise le tint dans ses bras sans rien dire, parce qu'il n'y avait rien à dire. Elle lui raconta aussi son histoire, son père qui travaillait trop et qui était mort dans son bureau, sa mère qui l'avait abandonné émotionnellement bien avant de partir à Miami, ses relations qui n'avaient jamais été autre chose que des arrangements entre familles fortunées. Elle lui avoua qu'elle n'avait jamais été vraiment heureuse, qu'elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter et rien de ce qui comptait vraiment. Elle lui dit qu'elle avait passé sa vie à construire un empire, mais qu'elle n'avait personne avec qui le partager. Thomas lui dit quelque chose qui la fit pleurer. Il dit que l'argent pouvait acheter beaucoup de choses, mais pas quelqu'un qui vous regarde comme si vous étiez la personne la plus importante du monde. Il dit que Lucas le regardait comme ça et que c'était la seule richesse dont il avait besoin. Il dit qu'il préférait sa petite maison avec son fils que tous les châteaux du monde. Cette nuit-là, Élise comprit qu'elle était en train de tomber amoureuse. Pas de la façon dont on tombe amoureux dans les films ou dans les contes de fées, de la façon dont on tombe amoureux dans la vraie vie, lentement, doucement, en découvrant que quelqu'un vous voit pour qui vous êtes vraiment et vous aime quand même. 1 an après cette panne sur l'autoroute A7, Élise Beaumont prit une décision qui choqua le monde des affaires français. Elle quitta son poste de directrice générale de Beaumont Pharmaceutique, nomma un successeur compétent et conserva uniquement un siège au conseil d'administration qui lui permettait de surveiller l'héritage de son père sans sacrifier sa vie entière. Elle emménagea à Châteauneuf-du-Pape, dans une maison qu'elle acheta au bout de la rue de Thomas. Assez proches pour partager leur quotidien, mais assez séparés pour respecter le rythme de leur relation naissante. Elle ne voulait pas tout précipiter, ne voulait pas effrayer Thomas ou perturber Lucas avec des changements trop rapides. Elle investit une partie de sa fortune dans le village, finançant la rénovation de l'école, créant des bourses pour les enfants de viticulteurs et aidant plusieurs commerces locaux à survivre dans une économie difficile. Elle ne le fit pas pour se faire aimer ou pour acheter une place dans cette communauté. Elle le fit parce que pour la première fois de sa vie, elle voulait donner sans rien attendre en retour.
Thomas agrandit son garage avec un prêt qu'il insista pour obtenir de la banque plutôt que d'accepter l'argent d'Élise. Il avait sa fierté, et Élise avait appris à la respecter. Elle comprenait maintenant que l'amour de Thomas ne pouvait pas être acheté, et que c'était précisément pour cela qu'il avait tant de valeur. Lucas grandit avec 2 figures parentales qui l'adoraient. Il appelait Élise par son prénom au début, puis un jour, sans prévenir, il l'appela maman. Élise pleura pendant 1 heure, des larmes de joie qu'elle n'avait jamais cru possible, et Lucas ne comprit pas pourquoi elle pleurait pour quelque chose d'aussi simple. Ils se marièrent au printemps suivant, dans une cérémonie simple au milieu des vignobles en fleurs, avec les habitants du village comme invités. Le soleil de Provence brillait sur les rangées de vignes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, et l'air embaumait le parfum des roses et du romarin. Élise porta une robe qu'elle avait achetée dans une boutique d'Orange plutôt qu'une création sur mesure d'un grand couturier parisien. Thomas portait un costume qu'il avait loué, le premier costume qu'il portait depuis l'enterrement de Marie. Lucas était porteur des alliances, un rôle qu'il prit avec un sérieux absolu, marchant avec précaution pour ne pas faire tomber le petit coussin en velours. La mère de Thomas pleura de joie pendant toute la cérémonie. Elle avait cru que son fils ne retrouverait jamais l'amour après Marie, et voir cette femme élégante de Paris regarder son fils avec tant de tendresse lui donnait espoir pour l'avenir. Elle serra Élise dans ses bras après la cérémonie et lui dit « Bienvenue dans la famille », des mots qu'Élise n'avait jamais entendus de sa propre mère. La presse People s'intéressa brièvement à cette histoire de la milliardaire qui avait tout quitté pour épouser un mécanicien de village. Ils cherchèrent des scandales, des drames, des raisons cyniques derrière cette union improbable. Ils ne trouvèrent rien parce qu'il n'y avait rien à trouver. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées sur le bord d'une route, grâce à une Ferrari en panne, et à un petit garçon qui croyait que son papa pouvait tout réparer. 2 ans après le mariage, Élise donna naissance à une fille qu'ils appelèrent Marie, en hommage à la femme que Thomas avait aimée et perdue. C'était le cadeau d'Élise à l'homme qui lui avait tout donné, la reconnaissance que son passé faisait partie de qui il était et qu'elle l'aimait entièrement avec toute son histoire. La petite Marie avait les yeux de son père et le sourire de sa mère, et elle était parfaite. Lucas devint le grand frère le plus dévoué qu'on puisse imaginer. Il montrait ses petites voitures à Marie, lui expliquant lesquelles étaient les plus rapides, avec la même passion qu'il avait montrée à Élise sur le bord de cette autoroute des années plus tôt. Il lui chantait des berceuses le soir, les mêmes chansons absurdes que son père inventait pendant leur trajet en camionnette. La Ferrari rouge resta dans le garage de la maison, un souvenir de ce jour où tout avait changé. Thomas la chouchoutait, la réparant lui-même quand elle avait besoin d'entretien, refusant toujours qu'Élise paie quelqu'un d'autre pour le faire. C'était leur voiture maintenant, le symbole de leur rencontre improbable. Parfois, le dimanche, ils la sortaient pour des balades dans les collines de Provence, Lucas et Marie sur la banquette arrière, le vent dans leurs cheveux et le soleil sur leur visage. Élise apprit à vivre simplement. Elle apprit que le bonheur ne se mesurait pas en zéro sur un compte bancaire, mais en moments partagés avec les gens qu'on aime. Elle apprit qu'un dîner de pâtes fait maison pouvait être plus précieux qu'un repas dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Elle apprit qu'un enfant qui vous appelle maman était un trésor qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Elle gardait parfois ses vieux magazines de mode, ceux qui la montraient en couverture comme l'une des femmes les plus puissantes de France. Elle les regardait et ne reconnaissait plus la femme sur ses photos. Cette femme était parfaite, polie, impeccable, mais elle était vide. La femme qu'elle était devenue avait les mains tachées de cambouis quand elle aidait Thomas au garage. Elle avait des genoux sales quand elle jouait avec les enfants dans le jardin. Elle avait des rides de rire au coin des yeux, des rides qu'elle n'aurait jamais permises dans son ancienne vie. Elle était heureuse, vraiment, profondément, authentiquement heureuse. Et tout avait commencé par une panne sur une autoroute, une voiture qui fumait, et un petit garçon en t-shirt rayé qui avait pointé du doigt vers son papa en disant qu'il pouvait réparer ça. Thomas avait effectivement tout réparé. Pas seulement la Ferrari, mais quelque chose de bien plus important. Il avait réparé son cœur.
Si cette histoire vous a fait croire que les plus belles rencontres arrivent souvent quand on s'y attend le moins, laissez un petit cœur pour me le faire savoir. Et si vous avez choisi de rester jusqu'à la fin, c'est que ces histoires touchent quelque chose de vrai en vous. Pour ceux qui souhaitent soutenir ces récits, il existe une option pour laisser un super merci via la fonctionnalité ci-dessous. Chaque geste compte. Tout comme le geste de Thomas ce soir-là sur l'autoroute a compté plus que quiconque aurait pu l'imaginer. Parce que vous avez choisi de rester jusqu'au dernier mot. Et cela fait de vous une partie de cette histoire.